L'État du Nevada aux États-Unis est peut-être le mieux connu pour son histoire de l'exploitation minière, de l'or, le désert de Mojave et bien sûr, comme la capitale du divertissement de la nation. Las Vegas se trouve là, après tout. Mais malgré sa grande histoire et son importance culturelle, tout n'est pas paillettes et glamour. Le Nevada abrite également certains des cas les plus étranges aux États-Unis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner seulement 3 cas mystérieux du Nevada. Carla Rodriguez. Carla Carolina Rodriguez est née le 29 septembre 1992. Ses parents ont été décrits par les médias locaux comme étant occupés mais aimants, et ils vivaient dans un quartier de Las Vegas généralement d'amical, Carla ayant plusieurs amis dans les environs proches. Le 20 octobre 1999, Carla, 7 ans, a été accompagnée à l'école, en partie par sa mère, Elia, jusqu'à ce qu'elle rencontre certains camarades de classe de Carla. Le duo s'est alors séparé, la mère de Carla rentrant chez elle pour se reposer avant de commencer à travailler plus tard dans la journée. Le père de Carla est rentré à la maison à 15h. Il n'a pas vu Carla, mais son vélo était là. La sœur aînée de Carla lui a dit « Elle est quelque part par ici ». Son père, Rahman, est parti pour une autre réunion avant de revenir à nouveau à 17h. Ni Carla ni son vélo n'étaient laissés plus à la maison. Cela n'a pas dérangé Rahman car Carla avait pris l'habitude de faire du vélo dans le quartier toute seule. Il a donc pris la voiture familiale pour se rendre sur le lieu de travail de sa femme, Badia, l'a déposée et a pris le bus public pour rentrer chez lui. Vers 7h du soir, Carla a été aperçue sur son vélo au 800e bloc de l'avenue Bonita, à seulement 2 pâtés de maison de la maison familiale. Elle aurait visité un voisin invitant son fils à jouer dehors. Mais le voisin a répondu qu'il était tard et qu'il commençait à faire sombre et a dit à Carla qu'elle devrait rentrer chez elle. Mais Carla n'est pas partie tout de suite, jouant seule pendant 15 minutes à l'extérieur de la maison avant de partir. Cependant, Carla n'est jamais rentrée chez elle. Rahman a parlé au voisin vers 10h du soir qui lui a transmis toutes les informations. Rahman a supposé que sa fille dormait chez une amie. Au lieu de la chercher, il est rentré se coucher. Apparemment, il n'a pas alerté sa femme de cette information car il ne voulait pas l'inquiéter. Le lendemain, Elia est allée à l'école de Carla pour vérifier sa présence. Elle n'y était pas et elle n'aurait assisté à aucun de ses cours la veille. Le directeur a signalé à la police la disparition soudaine de la fillette de 7 ans. Au cours des semaines suivantes, plus d'une centaine de bénévoles et de policiers ont cherché la petite fille disparue, mais les enquêteurs ont trouvé la situation sombre. Environ 12 heures de la journée de Carla n'ont pas été comptabilisées entre le moment où elle se rendait à l'école et le moment où elle est allée chez le voisin ce soir-là. Le fait qu'elle n'ait pas été signalée disparue immédiatement a également entravé l'enquête car les autorités ont perdu un temps précieux. Le vélo de Carla a été retrouvé près de la maison du voisin où elle avait été vue la veille, mais il n'y avait aucune trace de la fillette de 7 ans, malgré le fait que les chercheurs aient minutieusement fouillé le quartier et au-delà. Le quartier local a été sondé, menant à des conseils et pistes, mais aucun n'a abouti. Sur une période de 2 mois, les forces de l'ordre ont interrogé des dizaines de personnes qui auraient pu avoir un contact avec ou avoir vu la petite fille. Il a été noté que personne, y compris la famille, n'a échoué au test de polygraphe. Le jour après la disparition de Carla, la police a amené 2 chiens de Saint-Hubert qui ont retracé son odeur jusqu'à un complexe d'appartements sur le bloc des 1700 de Santa Paula Drive, à environ un demi-mile de la maison familiale. Cependant, aucune preuve liée à la disparition de la fillette de 7 ans n'a jamais été récupérée dans le bâtiment. On sait peu de choses sur l'enquête réelle sur la disparition, bien que, selon les rapports, des centaines de pistes aient été suivies et écartées. La famille Rodriguez a fait prélever de l'acide désoxyribonucléique au cas où des restes seraient un jour trouvés, qui pourraient éventuellement être ceux de Carla. Le détective en charge de l'affaire, en 2013, Dan Holley, qui était un vétéran de la police, a reconnu qu'il était étrange que les parents de Carla soient allés se coucher sans signaler sa disparition ou même la chercher eux-mêmes. Cependant, il a également déclaré que cet angle a été minutieusement exploré. Cependant, les détectives ont ajouté plus récemment qu'ils n'étaient pas sûrs qu'Elia ait jamais accompagné sa fille à l'école ce matin-là. Plusieurs journaux locaux ont également noté qu'il semblait que personne ne s'occupait régulièrement de Carla. Les théories sur ce qui lui est arrivé sont rares et espacées. On a supposé qu'elle s'était coincée ou perdue quelque part, mais sans son vélo, elle n'aurait pas pu aller loin.
et des recherches approfondies ont été menées dans son quartier et au-delà. Pendant un moment, lors de l'enquête initiale, on a soupçonné que la disparition de la fillette de 7 ans était liée aux dettes que ses parents devaient à un ancien beau-frère. Quelques mois avant la disparition de Carla, le beau-frère non identifié était apparu à Vegas pour exiger un remboursement. La famille lui a donné 1 000 $, mais il leur a dit que ce n'était que des intérêts et qu'il en voulait plus. La police soupçonne que le ravisseur a enlevé Carla pour extorquer une rançon à sa famille. Mais ces dernières années, cette idée a été écartée et le beau-frère n'est plus considéré comme un suspect. Désormais, les autorités pensent que l'affaire de Carla est un enlèvement non familial. Al Salinas, ancien chef adjoint à la retraite, a qualifié Carla de victime potentielle. Malgré la diffusion de segments sur l'affaire par America's Most Wanted, la disparition de Carla a reçu très peu de couverture médiatique, ce qui a conduit à un manque de pistes pour les enquêteurs à suivre. L'enquête est cependant toujours active. Un article de 2019 indiquait qu'il y a des preuves médico-légales attestées, bien qu'on ne sache pas de quoi il s'agit. En 2020, l'affaire a été soumise à des tests de généalogie génétique. La police ne cherche pas un suspect, mais toute trace de Carla, qui aurait maintenant 27 ans, ou de tout enfant qu'elle pourrait avoir si elle est ou était encore en vie. Dans les 2 décennies qui ont suivi sa disparition, Elia et Ramon Rodriguez ont eu un autre enfant, un fils qui est maintenant adolescent. Le couple a conservé les affaires et les vêtements de Carla et la famille a lancé un appel au public en octobre de l'année dernière. La grande sœur de Carla, Rossi, qui avait 15 ans lorsqu'elle a disparu, a déclaré publiquement que la famille croit que Carla est toujours là-bas et qu'ils continueront à espérer jusqu'à preuve du contraire. Le Federal Bureau of Investigation offre une récompense de 5 000 $ pour toute information menant à la localisation de Carla. Toute personne ayant des informations sur le cas de Carla peut contacter le bureau du Federal Bureau of Investigation de Las Vegas au 702-385-1281 ou les détectives de la police métropolitaine au 702-828-3521. Sonny Liston. Né dans l'Arkansas rural vers 1930, Charles 50. Sonny Liston était le 24e d'un incroyable nombre de 25 enfants. Comme les certificats de naissance n'étaient pas légalement requis, on ne sait pas exactement quand est l'anniversaire de Sonny. Bien que certains aient spéculé qu'au moment de sa mort en 1970, il était plus proche de 50 ans que de 40. Sonny a eu une enfance sombre. Il a été battu à la maison et a eu du mal à l'école, il était même illettré à l'âge adulte. En conséquence, il s'est tourné vers une vie de crime dès son plus jeune âge et a commencé une carrière de boxeur professionnel en 1953 après un bref séjour de 2 ans en prison. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que la mafia acclame Sonny comme l'un des leurs, gérant chacun de ses combats et contrôlant chaque centime qu'il gagnait. Pendant un certain temps, Sonny a travaillé pour un chef de la mafia en tant qu'homme de main, alors qu'au début de sa carrière de boxeur professionnel, il était géré par Frank Blinky Palomo, un associé du célèbre tueur à gages de la mafia, Frankie Carbo. Néanmoins, la carrière de Sonny était remarquable. Il est devenu le champion du monde des poids lourds après avoir mis knockout Floyd Patterson en 1962 et à nouveau en 1963. Dans le monde de la boxe, il était bien connu pour sa formidable puissance de frappe et son apparence imposante et intimidante. Puis, en 1964, Sonny a perdu son titre face à Muhammad Ali lors de 2 matchs qui ont été considérés comme extrêmement controversés dans le monde du sport, car des rumeurs circulaient selon lesquelles les matchs avaient été truqués. Dans la revanche, Sonny était tombé juste 104 secondes après le début du combat, ayant été frappé par un soi-disant coup fantôme que très peu de personnes ont vu. Même Muhammad Ali était furieux. Les circonstances étranges entourant la défaite de Sonny ont même amené sa propre femme à croire qu'il avait volontairement perdu le match. Le 5 janvier 1971, la femme de Sonny, Géraldine, est rentrée d'un voyage de 2 semaines pendant lequel elle avait rendu visite à sa mère pour Noël avec son fils de 7 ans. En entrant dans la résidence du couple à Paradise Palms, une banlieue principalement blanche et riche de Las Vegas, Géraldine a été frappée par une odeur nauséabonde qui émanait de la chambre. Là, sur le lit, se trouvait le corps gonflé de son mari. Il y avait un banc de pied cassé sur le sol. Géraldine a informé son avocat, puis le médecin de son mari. Elle n'a pas prévenu la police pendant 2 à 3 heures.
Cependant, après l'appel aux autorités, elles ont vite conclu à l'absence de jeu déloyal. Au début, on a théorisé que Sonny était tombé en arrière en se déshabillant, ce qui a conduit à la rupture de la barre sur le banc de pied, mais ils ont ensuite décidé qu'il était mort d'une overdose d'héroïne. L'officier d'enquête, le sergent Caputo, a été l'un des premiers sur les lieux et a trouvé un quart d'once d'héroïne dans un ballon dans la cuisine et une demi-once de marijuana dans la poche du pantalon de Sonny. Cependant, aucune aiguille ni autre matériel de drogue n'a été trouvé. Caputo a déclaré qu'il était de notoriété publique, que Sonny était héroïnomane. Ce n'était pas du tout connu du public sauf pour son entourage. Des amis et des membres de la famille ont témoigné que l'ancien champion de poids lourd avait une peur mortelle des aiguilles, au point qu'il a annulé un voyage en Afrique parce qu'il refusait de se faire vacciner pour entrer dans le pays. Son dentiste et sa femme ont soutenu ces affirmations, entre autres. Le médecin légiste a noté que malgré la présence de morphine dans le corps, issue de la décomposition de l'héroïne, la quantité était insuffisante pour constituer une dose mortelle. Bien qu'il y ait du tissu cicatriciel au pli du coude de Sonny, l'un de ses amis a supposé que cela aurait pu être dû à une injection qu'il avait reçue à l'hôpital après un accident de voiture, peu de temps avant sa mort. Selon les documents officiels, Sonny est décédé d'une insuffisance cardiaque. Il avait été hospitalisé début décembre après avoir souffert de douleurs thoraciques. Aucune autre blessure corporelle ou arme n'a été trouvée. Sa date officielle de décès était le 30 décembre 1970. Cela a été déterminé par les journaux et les bouteilles de lait qui traînaient sur la propriété. L'entraîneur de boxe de Sonny, Johnny Tocco, a affirmé que le 1er janvier, Géraldine l'a appelé parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son mari depuis 3 jours et qu'elle était inquiète. Selon un ami, Tocco serait allé à la résidence ce jour-là et aurait trouvé la porte verrouillée et la voiture de Sonny dans l'allée. Il a donc appelé la police qui est venue et a défoncé la porte. La maison ne dégageait pas encore d'odeur nauséabonde, mais le corps de Sonny a été trouvé dans la chambre avec une aiguille plantée dans son bras. Selon Tocco, la police était au courant de la mort du boxeur avant que Géraldine ne les appelle 4 jours plus tard, mais ils ont quand même laissé son corps là-bas. Il a été supposé que Géraldine a passé le temps entre la découverte du corps de Sonny et l'appel à la police, à nettoyer la scène du crime en se débarrassant peut-être de toutes les seringues. Mais si la consommation de drogue de Sonny était connue comme le prétend la police, pourquoi aurait-elle eu besoin de nettoyer ? Globalement, Sonny n'avait pas non plus une très bonne réputation. Il semble donc peu probable qu'une mort par overdose ait fait penser à quelqu'un de différent de lui. Bien que le verdict ait été rendu et ait du sens pour certains, beaucoup croient encore que la disparition de Sonny n'était pas un accident et beaucoup pensent qu'il a subi son sort aux mains de la mafia. Selon Harold Conrad, le publiciste de Sonny et d'autres proches, le boxeur était très impliqué comme collecteur de dettes pour un réseau de prêteurs sur gage à Las Vegas. On suppose que Sonny a essayé de se frayer un chemin pour une plus grande part du gâteau et a été assassiné à la place, étant coincé avec une dose mortelle d'héroïne. Pendant ce temps, un joueur professionnel nommé Lem Banker insistait sur le fait que Sonny avait été tué par des trafiquants de drogue qui pensaient qu'il les avait dénoncés. Cependant, les liens de Sonny avec la mafia sont les principaux faits qui alimentent les spéculations. On sait qu'il les avait depuis le début de sa carrière. En fait, il était largement détesté en tant que sportif par le grand public à cause de son passé criminel et de ses liens continus avec le crime organisé. Certains ont théorisé que Sonny était censé perdre le combat contre Chuck Wepner, l'inspiration derrière la franchise Rocky, 6 mois avant sa mort. Quand il ne l'a pas fait, il avait été éliminé par représailles. D'autres se sont demandé s'il devait de l'argent pour avoir peut-être truqué le combat contre Muhammad Ali, mais qu'il n'a jamais été payé. Il a donc menacé de révéler publiquement ce qu'il savait. Par conséquent, la mafia s'est assurée qu'il meure. Il a été proposé que peut-être Sonny a été tué parce qu'il n'était tout simplement plus rentable. Il se disait aussi qu'il avait manqué de respect à un certain chef mafieux et refusé de faire quelque chose qu'il voulait. Et en conséquence, sa vie lui a été enlevée. Un livre de 2013 écrit par un homme nommé Greg Swaim prétend que son défunt père, James John Warjack, le tueur à gages de la mafia lié à Frank Sinatra et Mickey Cohen, a admis avoir aidé à tuer Sonny via une overdose d'héroïne forcée. Même à ce jour, la cause de la mort de Sonny Liston fait toujours l'objet de vifs débats. Star Palumbo.
Star Michelle Palumbo est née le 19 mars 1975 et sa disparition en l'an 2000 est l'une des plus étranges de l'histoire du Nevada. Peu après minuit, le 26 avril 2000, Star a été vue errant dans une zone restreinte de l'aéroport international de Reno. Elle semblait désorientée et effrayée. Un officier de l'aéroport est rapidement arrivé sur les lieux et l'a trouvée cachée derrière un camion. Lorsqu'on lui a parlé, Star a dit à l'officier qu'elle cherchait sa petite sœur qui courait librement sur le tarmac malgré le fait que la jeune femme de 25 ans n'avait pas de telle sœur. Bien que l'officier ne la croyait pas et soupçonnait qu'elle avait des hallucinations, il ne pensait pas qu'elle représentait un danger pour quiconque ou avait des intentions nuisibles. Donc, quand elle a demandé un lift, il a accepté. Star a été déposée à l'hôtel et casino Reno Hilton vers 1h30 du matin. C'est la dernière apparition connue de Star. Le lendemain, une voiture était garée illégalement à l'aéroport. Après vérification des plaques, il s'est avéré que la voiture appartenait à Star Palumbo, la même personne surprise la veille dans la zone restreinte de l'aéroport. La voiture était remplie à ras-bord d'affaires, suggérant que Star y vivait depuis un certain temps. On y a trouvé son téléphone portable, son sac à main, un $600 en espèces et, plus curieusement, des copies de 3 courriels différents qu'elle avait envoyés à la Maison-Blanche. Les courriels indiquaient qu'elle croyait que le gouvernement américain essayait de la tuer. Non seulement cela, mais la jeune femme de 25 ans avait 2 livres sur comment changer d'identité. On a également trouvé dans la voiture un dessin d'une femme ligotée et bâillonnée que les enquêteurs prétendent être elle. Cependant, il n'y a pas d'image complète du dessin en ligne, et il est en noir et blanc et a un style de dessin animé, ce qui fait se demander à beaucoup comment exactement les autorités en sont arrivées à cette conclusion. Star n'est jamais revenue pour récupérer sa voiture, et il n'y avait rien à l'intérieur pour indiquer où elle était ou ce qui lui était exactement arrivé, bien que les autorités s'aient trouvé un annuaire téléphonique à l'intérieur rempli de noms d'hommes et soupçonnaient qu'elle s'était impliquée dans le travail du sexe, un métier qui est, évidemment, non sans ses dangers. La mère de Star, Gail, a décrit sa fille comme étant heureuse, sociable, digne de confiance et fiable. Elle a eu une enfance heureuse et a déménagé l'année précédente de sa ville natale en Arizona à Reno, Nevada. Pendant un certain temps, Star vivait avec sa grand-mère, mais elle avait déménagé avant sa disparition. Sa grand-mère l'a signalée disparue 1 semaine après les incidents à l'aéroport. Selon Gail, Star avait fréquenté un mauvais groupe et s'était impliquée dans le milieu de la drogue, en particulier les méthamphétamines. Elle était caissière dans un magasin de prêt sur gage, mais son salaire ne suffisait pas à payer sa consommation de drogue. Selon plusieurs articles, elle était au chômage au moment où elle a disparu. Elle avait également plusieurs condamnations en 1995 et 1998 pour des délits mineurs. Bien qu'elle vivait loin de chez elle, Star appelait sa mère chaque semaine. Lors de leur dernier appel ensemble le 25 avril, Gail a rapporté que sa fille semblait anxieuse et paranoïaque, affirmant que son téléphone était sur écoute et que quelqu'un écoutait. Elle a aussi dit craindre d'être suivie. Star a mentionné qu'il se passait quelque chose qui la faisait craindre pour sa vie, mais elle a refusé de donner plus de détails. Peut-être le plus tragique est que lors de cet appel final, Star a mentionné qu'elle voulait revenir en Arizona pour prendre un nouveau départ et changer sa vie. Après que sa grand-mère l'a signalée disparue, le département de police local a lancé une recherche pour la jeune femme de 25 ans, distribuant sa photo dans tout le Nevada, mais leurs efforts se sont avérés vains. La seule piste que la police a reçue était lorsque la propriétaire du Silver Dollar Casino à Elko, une femme nommée Linda Fields, s'est manifestée pour dire qu'elle avait vu Star en décembre 2000. Apparemment, Star avait l'air effrayée et était seule. Star a dit à Linda qu'elle était poursuivie ou tentait d'échapper à son proxénète. Elle paraissait anxieuse et bouleversée quand elle a vu un homme l'observant par la fenêtre du bar. Elle est vite partie avec une autre jeune femme. Il n'y a pas d'autres apparitions publiquement connues de Star Palumbo. Il y avait des rumeurs non fondées selon lesquelles la jeune femme de 25 ans avait fait une overdose et que son corps avait été jeté dans le désert, bien que leur origine soit inconnue. Ses amis, en revanche, croient qu'elle essayait de changer d'identité pour se cacher des personnes à qui elle devait de l'argent pour la drogue. On ne sait pas si des revendeurs spécifiques ont été interrogés ou sont considérés comme suspects. Un journal a rapporté que ses amis et connaissances disaient souvent des histoires contradictoires différentes, entravant encore plus l'enquête policière.
Malheureusement, le cas de Star Palumbo reste non résolu et semble avoir été largement oublié par les médias grand public. Bien que le cas ait été présenté dans Unsolved Mysteries en octobre 2001, les autorités pensent que Star souffre soit d'une psychose organique, soit induite par la drogue, et est une femme qui ne sait pas où elle est ou qui elle est. L'autre possibilité est qu'elle soit la victime d'un crime grave et soit incapable de contacter sa famille ou ait tragiquement été tuée. Si Star est toujours en vie aujourd'hui, elle aurait 45 ans. Toute personne disposant d'informations sur le cas de Star peut contacter le poste direct de Reno au 7 753 34 2175. Et voilà les faits, 3 cas mystérieux du Nevada. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore faim de contenu sur les crimes réels, vous pouvez consulter le podcast Cold Case Détective en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.